à tous et bienvenue autour de cette grande table connue pour ses portraits d'hommes d'État français, de Gaulle à Mitterrand, en passant par Jacques Chirac et Lionel Jospin. Et ce documentaire historique, Patrick Rothman s'empare aujourd'hui de la mémoire oubliée, dit-il, des goulags, dans une première histoire globale. Il est aujourd'hui l'invité de la grande table des idées à retrouver à partir de 12h55. Mais d'abord, après avoir épinglé tour à tour le charity business et le secteur de l'édition, l'auteur de ONG et de la revanche de Kevin nous raconte aujourd'hui l'histoire particulière d'un père pris dans les tourments de l'histoire soviétique. Son roman s'appelle Les services compétents et il paraît chez POL. L'écrivain Yegor Gran est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur le fil de vos podcasts sur franceculture.fr. La grande table. Olivia Gesbert. Moscou 1965, il leur a fallu 6 ans à eux, les services compétents, pour débusquer l'auteur d'un pamphlet anti-soviétique. Ça lui aura coûté des années de camp à lui, André Siniavski, dissident soviétique et père de l'auteur, notre invité Yegor Gran. Bonjour. 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 Ce roman, c'est le premier vrai roman russe du camarade Yegor Gran. Oui, parce que j'ai mis un temps monstrueux à comprendre comment aborder ce sujet, ce thème qui est excessivement proche de ce que je suis. J'ai vécu dans cette histoire familiale pendant des années et il fallait absolument que je la raconte. Mais comment le faire, ça, c'est une autre paire de manches. Vous avez vécu là-bas aussi, vous êtes né là-bas d'ailleurs, vous racontez votre accouchement, ce qui est particulier pour un écrivain, on y reviendra. Oui, je suis né à Moscou. Et on a quitté ensuite l'Union soviétique en 1973, j'avais 9 ans. Et depuis, je vis à Paris. Voilà, donc c'est une histoire qu'il a été compliqué pour vous de se saisir. Vous ne saviez pas par quel bout la prendre, cette histoire familiale qui rencontre aussi la grande histoire, celle de l'Union soviétique à ce moment-là. Et c'est à travers la figure de votre père que vous vous y attelez. Et on le dira aussi, votre mère est très présente parce qu'elle avait une personnalité assez incroyable, cette mère. C'est aussi un roman, un livre hommage que vous lui adressez. Comment donc avez-vous choisi d'entrer dans cette histoire? Qui est d'abord le nous du roman? Alors, le point de vue est un peu particulier. Je me place plutôt du point de vue des services compétents. On aura compris, c'est les services secrets, le fameux KGB. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je me suis rendu compte en réfléchissant à cette époque, que c'est vraiment la colonne vertébrale de la société. C'est la colonne vertébrale qui est invisible, hein. On a tous une colonne vertébrale, mais on n'y pense pas souvent. Et elle pense à nous, et elle nous surveille. Elle fait mal que si on fait un geste trop brusque ou si on fait une mauvaise chute. Alors là, on la sent. Eh bien, les services compétents, c'est un peu pareil. Donc ils sont là, ils surveillent, ils luttent à ce qu'ils pensent être le bien, notre bien. On s'en aperçoit vraiment que si on franchit une certaine ligne jaune. Et pour mon père, c'était le fait de faire passer en Occident un manuscrit en 1959 qui a été publié par la revue française Esprit, où sur un ton sarcastique, il parle du réalisme socialiste. Voilà. Et alors, il l'a fait sous pseudonyme. Et les services compétents vont aussitôt, évidemment, se partent en chasse et vont mettre un certain nombre d'années. C'est assez incompréhensible pourquoi ils mettent autant de temps. C'était le point de départ, en fait. Mais vous allez essayer de comprendre pourquoi cette enquête dure, traîne, à la faveur aussi de votre père et du couple qu'il forme avec votre mère. Juste pour en revenir à ces services compétents, pourquoi ou de quoi sont-ils compétents ? Quelle est leur compétence ? Eh bien, leur compétence, c'est de sentir les portes d'entrée des dangereux virus. Les virus pouvant être une blague anti-soviétique, les virus pouvant être aussi des objets venus d'Occident que les gens commencent à traficoter. Par exemple, les Big Crystal qui arrivent en Union soviétique au début des années 60 provoquent l'hystérie. Certains sont prêts à tout pour en avoir.
Les étrangers dans les hôtels, par exemple, sont sollicités pour aussi échanger des devises à un cours beaucoup plus sympathique que ce que fait la banque. Le KGB, lui, doit surveiller tout ça. Et en fait, ses missions sont infinies. Oui, ils ont beaucoup de boulot, beaucoup de travail, beaucoup de domaines de compétences. Chapitre 6. Les missions des services compétents sont claires. Elles ont été rappelées noir sur blanc dans le protocole numéro 200 du 9 janvier 1959, rédigé après la réunion du présidium du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique. Ouvrez les guillemets, le KGB est un organe politique réalisant les décisions du comité central du parti relatives à la sécurité de l'État socialiste confronté aux attaques de ses ennemis extérieurs et intérieurs. Cet organe se doit de surveiller attentivement les tentatives secrètes des ennemis du pays, des soviets, de mettre à jour leurs projets et de mettre un terme aux agissements crapuleux des agences de renseignement impérialistes, fermez les guillemets, ce à quoi vous ajoutez, il en découle une attitude saine de défiance envers tout le monde. Voici pour leurs compétences. Quelles sont leurs incompétences, Yegor Gran ? Alors ça c'est vaste. En fait, j'aurais dû préciser que le KGB est une machine vastissime. Il y a bien sûr ceux qui luttent contre des vrais espions, on va dire, ceux de la CIA qui cherchent à piquer les secrets militaires ou à infiltrer, à faire des agents doubles. Mais moi, je m'intéresse plus particulièrement à la 8e section qui est chargée de la lutte contre la propagande anti-soviétique, c'est-à-dire tout ce qui peut jeter une ombre sur l'idéal de ce pays. Et alors, en quoi sont-ils incompétents ? Ça, c'est difficile. Ils sont incompétents parce qu'ils sont en sous-effectif, comme toute bonne administration. Il faut quand même préciser que là, on est après Staline. Staline est mort en 1953. Moi, mon livre couvre les périodes 59, 65, 66. C'est Khrouchtchev. La porte de l'Union soviétique est encore bien fermée. C'est une grosse porte en fer, bien fermée, mais un petit filet sous la porte apparaît, une fente où l'air chaud commence à circuler et de toutes sortes de gerbes, évidemment, commencent à germer. Voilà. Et donc, alors, ils sont incompétents, ils sont en sous-effectif. Il y a beaucoup de travail qui leur tombe dessus. Il faut chasser. Cet air chaud provoque des idées. On dirait aujourd'hui auto-entrepreneur. À l'époque, on ne disait pas ça, mais toutes sortes de gens commencent à soit écrire des choses, soit à faire du trafic, de Big Crystal, on en a parlé, mais de devises, de ce que vous voulez, du jeans. Et un Big Crystal est aussi anti-soviétique qu'un article paru sous pseudonyme. C'est ça qui est assez intéressant. Vous avez évoqué cette période particulière, cette décennie après la mort de Staline et avant l'arrivée de Brejnev. On a parlé de dégel. Vous, dans le livre et dans la voix de votre père, vous parlez du dégel de mes couilles. On a beau parler de dégel dans un roman éponyme, celui de Ehrenburg, après le trépas de l'ogre, Abraham Terz ne sent plus ses orteils. C'est le pseudonyme, l'un des pseudonymes ou le pseudonyme de votre père. Tellement il a froid. Dégel de mes couilles, oui, ce n'est pas que le dégel soit mauvais, c'est surtout qu'il est écrit dans une prose qui pue la bureaucratie soviétique, même si on y trouve en effet de timides allusions aux excès des années glaciales. Si le dégel consiste à ne plus exécuter des innocents par centaines de milliers, alors certainement il y a dégel, voire canicule, sauf que aucun dégel ne suppose que l'on soit gentil avec le coupable, frissonne Abraham Terz, sûrement pas. Le coupable, dégel ou pas, doit être arrêté et puni. On va essayer de comprendre aussi avec vous pourquoi cette enquête donc met autant de temps à avancer. Mais d'abord, vous évoquiez ce nous dans la peau duquel vous entrez, celui des services compétents du KGB, parce qu'au milieu du nous, il y a un jeu, celui du narrateur, le lieutenant Ivanov. Il est l'homme qui toque à la porte du domicile, l'homme qui a apposé au bas de la perquisition sa signature avec un point fort, c'est son réseau d'indices. Cet homme, il a vraiment existé ? Ah oui, il a plus que existé, je dirais, puisque, alors, non seulement il signe l'ordre de perquisition le 8 septembre 1965, il n'est pas le seul, d'ailleurs, il y a toute une équipe qui vient. Il n'est pas le plus gradé, il est un jeune lieutenant. Il y a le plus gradé, c'est le capitaine Nikonovitch, qui figure aussi dans le roman.
Donc il y a toute une équipe qui vient le 8 septembre, ils font ce qu'ils doivent faire, ils saisissent des livres et à la fin, il y a un ordre de perquisition qui est contresigné par ma mère et eux. Alors j'ai repris ces personnages-là et je les ai un peu suivis. Le lieutenant Ivanov va grimper la hiérarchie des services et va finir général, rien que ça, commandant la 5e section du KGB, créée par Andropov. Yevgeny Fedorovitch Ivanov, c'est son vrai nom, a vraiment réussi, on peut dire. Mais ces dents de lait, il les a fait sur mon père. Il était tout jeune, un peu fraîchement diplômé de Sub 2K, l'école supérieure du KGB. Et il apprend son métier. Avec votre père? Oui, sur le tas, comme ça. On le parachute sur cette affaire-là. Alors, il a participé aussi, bien sûr, à l'instruction de l'affaire. Donc, pendant ces années, il a cherché, avec l'équipe, ils ont cherché qui était Abraham Terz. Il y avait des fausses pistes, il y avait tout un tas de choses qui les ont embrouillées, il y avait le manque de temps, les sous-effectifs. Voilà, tout ça est raconté. Et l'époque aussi. L'époque qui est quand même... c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est à un moment où l'histoire hésite. Oui, c'est ça, vous le dites, l'histoire bégaye, l'histoire hésite. On est vraiment à un moment tournant de l'histoire aussi de l'Union soviétique. Ah oui. Faut-il plus de répression ou moins de répression ou plus de formation ou de rééducation, par exemple? Ça, c'est un vrai débat qui a lieu au Politburo, qui a lieu aussi au sein des services secrets. Parce que la répression, alors c'est très sympathique la répression, ça on sait faire, mais ça donne une mauvaise image à l'extérieur notamment. Le Politburo, par exemple, est très attentif à ses partis frères, le PCF, le PCI, Parti communiste italien, qui recrutent massivement en Occident, qui crée tout un réseau de sympathisants à l'époque considérable. Il est difficile de commencer à matraquer, par exemple, des écrivains trop violemment, parce que l'opinion occidentale va un peu tiquer et au risque de perdre des sympathisants. La grande question, par exemple, qui se pose de manière tout à fait concrète, c'est que faire, par exemple, avec Pasternak. Pasternak, d'un côté, alors ses poèmes sont édités, mais d'un autre côté, quand Pasternak s'amuse à faire passer clandestinement Dr Zhivago, le manuscrit du Dr Zhivago en Italie, eh bien là, on est face à quelqu'un qui a franchi cette ligne jaune. Et alors, lui, il n'a pas pris de pseudonyme, il l'a fait ouvertement, il était déjà assez âgé et très célèbre. Mais alors, que faut-il faire avec Pasternak? Est-ce qu'on le laisse faire? Est-ce qu'on le gronde? Est-ce qu'on le tape? Et si oui, avec quelle massue? Et puis, tout le ton du roman, parce que c'est l'histoire vraie de votre père, mais c'est un roman aussi parce que vous vous glissez dans la peau de l'ennemi, de celui qui est venu l'arrêter, et que là, c'est votre imagination qui est aussi à l'œuvre, tout en vous appuyant sur des éléments de réalité. Bien sûr, vous racontez notamment le jazz qui commence à s'écouter en cachette dans ces moments-là, le Pepsi Cola qui se boit comme une drogue dure à l'occasion d'une exposition où les portes sont ouvertes, les files d'attente pour pouvoir accéder aux précieux breuvages. Vous racontez ces anecdotes qui en disent assez long sur l'époque et la manière dont elle était vécue à ce moment-là. Se glisser dans la peau de cet homme, de ce lieutenant Ivanov, c'est aussi pour vous la possibilité d'employer un ton particulièrement parodique, un peu ironique aussi. Vous jouez avec ce langage technocratique et les discours d'État, un peu à l'instar de Vladimir Vysotsky, qui était un ami de la famille, une voix de la contre-culture soviétique et qui figure dans votre roman. On va écouter un extrait d'une de ses chansons, le Code pénal. Нам ни к чему сюжеты и интриги. Про все мы знаем, про все, чего не дашь. Я, например, на свете лучшей книгой считаю кодекс уголовный наш. И если мне не имется и не спится, или с похмелья нет на мне лица, открою кодекс на любой странице и не могу, читаю до конца.
Quand ça ne va pas, quand l'insomnie fait rage, quand je me fais peur à cause de la gueule de bois, j'ouvre le code à n'importe quelle page et puis je lis jusqu'au bout, je n'arrête pas, chante Vladimir Vysotsky. C'était un personnage haut en couleur aussi. Hein. Oui, alors ce qui est marrant, c'est que dans cette version-là qu'on vient d'entendre, il y a une orchestration très occidentale. Je crois que ça vient d'un disque fait, peut-être dans les années 80 en France. Mais alors que le Vysotsky d'origine chantait seul, accompagné d'une guitare, et là aussi on sent qu'il se retient. La voix rauque est un peu civilisée. Dans la vraie vie, j'allais dire, il se lâchait entièrement et c'était un ouragan, une présence vocale stupéfiante. Quel article du Code pénal a valu à votre père son arrestation ? Alors ça, c'est l'article 70. C'est activité, écriture et diffusion de textes à connotation anti-soviétique. Alors c'est très flou parce que la grande difficulté, c'est de savoir qu'est-ce qu'un texte anti-soviétique. Alors, si vous écrivez évidemment quelque chose un traité sur l'histoire du communisme, ou si vous avez des opinions trotskistes ou ce que vous voulez, là c'est clair. Mais si vous écrivez de la fiction, par exemple, ce que faisait mon père, un récit fantastique, par exemple, est-ce que c'est anti-soviétique, oui ou non ? Vous évoquez aussi le fameux article 58 qui a valu à beaucoup d'être arrêtés dans les années post-Seconde Guerre mondiale en Union soviétique. Cet article du Code pénal qui luttait contre la propagande dans le but d'affaiblir le pouvoir politique, le pouvoir soviétique. On le voit à ce moment-là, le code est là, ce code chanté par Vysotsky, pour rappeler à tout citoyen soviétique ce qu'est être un bon citoyen. Votre père, il a donc été arrêté pour cette critique du réalisme socialiste qu'il a fait paraître en France dans la revue Esprit. Et il a été en plus un auteur récidiviste. En plus de la revue Esprit, il va publier dans une revue polonaise un texte intitulé « L'audience est ouverte » et émaillé de scènes de nus, et où fleurit le mot trotskisme sur pas mal de pages. « Ce qui n'est jamais bon », écrivez-vous Yegor Gran. Que va-t-il se passer après son arrestation ? Alors, après son arrestation, il sera jugé en février 66 et condamné à 7 ans de camp à régime sévère avec son ami et un autre écrivain, Yuli Daniel, qui lui prendra 5 ans. Et puis, il partira en déportation. Où ? Dans un bled qui s'appelle Potchma, c'est à 950 km au sud-est de Moscou. Et il va passer un certain nombre d'années à charrier des sacs de charbon la nuit. Il en reviendra ? Oui, il reviendra. Il sera libéré un petit peu avant. Il aura fait 5 ans et 9 mois au total. Donc il sera amnistié un petit peu avant. Il reviendra en vieillard. Il aura presque plus de dents. Sa colonne vertébrale ressemblera à un double S. Quand j'ai revu la radio, ça ressemble un peu à cette chose qui tient le micro là devant moi. Ce coup du micro. Votre mère l'a attendu ? Ah oui, bien sûr. Non, elle l'a entendu, elle l'a soutenu. Elle écrivait des lettres chaque jour. Alors, elle pouvait envoyer autant de lettres qu'elle voulait au camp. Lui avait le droit d'écrire 2 lettres par mois. Mais ces abrutis n'ont pas pensé à limiter la longueur des lettres. Et donc, il se mettait à écrire, par exemple, il envoyait sa lettre le 15, et il se mettait aussitôt à écrire la lettre suivante, qu'il envoyait le 1er du mois suivant, et qui faisait donc 50 pages. L'avantage d'avoir une lettre très longue, c'est que la censure, qui lit bien sûr toutes les lettres qui sortent du camp, et qui rentrent aussi, eh bien, au bout de 10 pages, n'en peut plus. Ce ne sont pas des intellectuels, ces gens-là. Et donc, après 10 pages, l'attention de la censure diminue et vous pouvez écrire des choses un peu plus
librement. Voilà, et votre mère, Maria Rosanova, je le disais en ouverture de cet échange, Yegor Gran, vous lui vouez, on le sent, une admiration certaine. Elle était excentrique, détonnante, impertinente. Le roman s'ouvre d'ailleurs sur elle quand les hommes du KGB débarquent chez elle. Elle tente de les désorienter en douceur, d'endormir leur vigilance. Une forte personnalité qu'on retrouve au fil de ses lignes. Yegor Gran, romancier et auteur des services compétents chez POL, est notre invité jusqu'à 12h30. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Yegor Gran, c'est un autre fils de la rentrée littéraire de janvier qui a écrit un livre sur son père, sur son histoire aussi dans la grande histoire. Est-ce que vous diriez, comme Régis Geoffrey récemment à la Grande Table pour son livre Papa, que... Là, ce qui est vrai, c'est que je suis arrivé à avoir un père avec un bon souvenir de mon père que j'ai inventé. Mais c'est normal, je suis romancier, donc j'ai inventé une journée magnifique avec mon père à la fin du livre, une journée à la plage avec lui qui était merveilleuse. Et je dirais que ce livre n'est que vérité parce que quand je mange, je le dis. C'est-à-dire que là, cette journée est inventée, mais je dis qu'elle est inventée. Voilà. Et tout est vérité. Je ne suis pas un mensonge qui dit toujours la vérité, mais ce livre n'est que vérité parce que quand on ment et qu'on dit on dit la vérité. Voilà, quelle est votre part de vérité à vous dans ce livre, Yegor Gran ? Ah bah absolu, bien sûr. Je suis comme le baron Munchausen. Je ne mens jamais. Voilà. Et quand au baron Munchausen, on lui disait mais vous n'êtes pas allé sur la Lune quand même, et vous n'avez pas grimpé ensuite sur une ficelle attachée à la Lune. Il dit mais si. Et je vous défends de me dire que je mens. Non, en fait, là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment vrai, parce que toutes les références historiques qui sont rappelées dans ce livre, vous pouvez les trouver assez facilement. C'est réel, tous les personnages sont réels, l'histoire de mon père est réelle. J'avais presque l'embarras du choix parce qu'elle est foisonnante, son histoire. Donc moi, je me suis vraiment focalisé sur les années qui ont précédé son arrestation. Peut-être d'ailleurs les années les plus difficiles, paradoxalement. Le camp, bien sûr, c'est dur, mais il était soulagé. Il y avait plus cette attente. C'est l'attente qui est dure. Quand il était sûr, en envoyant ses manuscrits en Occident, qu'il serait arrêté. Ça ne faisait pas l'ombre d'un doute. Il se demandait, même en février 59, l'article est publié dans la revue Esprit, il s'est dit, si on passe, ils se sont dit avec mes parents, si on passe l'année, ça sera un miracle. Et à 59, c'est terminé, 60, 61, 62, 63. Bon, bref, chaque année était un petit miracle dans leur existence. Et cette attente est excessivement difficile psychologiquement. Le père de Régis Geoffrey était un monsieur tout le monde et il raconte dans son roman comment il a essayé de lui inventer une vie aussi à ce père qu'il a fini par appeler papa et à comprendre à travers l'écriture de ses lignes. Il est reparti d'images d'un documentaire où il le voit emmené par des hommes de la Gestapo, des images dont il n'avait jamais entendu parler jusqu'ici, et il essaye d'enquêter sur cette histoire-là. Vous, pourquoi avoir écrit ce livre sur votre père ? C'est pas le même fonctionnement. Est-ce que vous aviez, à travers l'écriture de ce livre, envie de vous le réapproprier un peu, ce père qui a fait partie de la grande histoire, envie de le faire aussi un tout petit peu tomber de son piédestal pour qu'il ne soit plus cet homme, ce dissident culotté qui osait dire des choses qui fâchaient à l'époque et qu'il redevienne juste votre père ? Ah non, pas du tout. Moi je suis... son piédestal est bien modeste, d'abord. Peu de gens aujourd'hui se rappellent de qui était André Siniawski, Abraham Terz. Franchement, la jeune génération, on va dire les moins de 30 ans, ne connaissent pas son nom. Non, je voulais raconter surtout cette époque. Mon père, oui, mais le roman, c'est surtout un hommage à cette époque foisonnante. Vous avez parlé du jazz, les gens qui écoutaient du jazz, mais il faut raconter comment on faisait pour écouter du jazz. C'est pas des disques qu'on avait de jazz, on les faisait soi-même, on les fabriquait soi-même. On se procurait une plaque en celluloïd dans un hôpital, à la section des rayons X. Alors ça pouvait être un cancer du poumon ou une fracture du tibia. Vous la découpiez, vous en faisiez un disque
et avec des ciseaux, et ensuite en traficotant la pointe de votre tourne-disque en la rendant plus dure, vous inversiez en fait l'entrée et la sortie du son et vous graviez littéralement sur des ossements, sur une plaque de rayons X, un disque de Miles Davis qu'on vous a prêté pour 24 heures. Et ensuite, évidemment, vous essayez de le revendre à la sauvette. Voilà. Et les gens se passionnaient pour ce genre de choses-là. Moi, je voulais raconter ça aussi. L'histoire de mon père, oui, certes, elle existe, mais il y a aussi toute une époque. C'est ce courant d'air chaud provoque des choses incroyables chez les gens. Voilà, une vie quotidienne où il fallait bidouiller de manière incroyable parfois pour s'offrir des espaces de liberté. Allez, vous avez parlé de sillons gravés sur un disque. On va écouter un extrait de la symphonie numéro 5 de Gustave Mahler qui est dans l'actualité musicale. Je vous dis juste après pourquoi. Symphonie numéro 5 de Gustave Mahler par le London Symphony Orchestra dirigé par Valérie Gergiev que l'on retrouvera ce vendredi à la Philharmonie de Paris pour un programme Mahler et Strauss avec le Münchner Philharmoniker. Ils seront donc en concert. Voilà pour l'actualité musicale. Les services compétents, Yegor Gran, votre roman vient de paraître chez POL. C'est à la fois passionnant et drôle, on le disait. Le talent de l'écriture, cette écriture que vous avez reçue en héritage. Votre père écrivait beaucoup. Et c'est aussi ce qui fait point commun entre vous. Dans la seconde partie de l'émission, on va recevoir Patrick Rothman, le documentariste, pour une série documentaire sur les goulags. Sa vie au camp, votre père ne vous l'avait pas raconté, d'ailleurs. Très peu. Si, bien sûr que si, il a raconté, c'est passionnant. Il vous a raconté le quotidien au camp. Quand on est petit garçon et qu'on apprend que son père était au goulag, la première chose que vous lui demandez, c'est pourquoi vous n'êtes pas évadé, pourquoi tu t'es pas évadé, et puis ensuite vous posez 1 milliard de questions. Et vous connaissez toute cette histoire-là. Alors, ah oui. Bon, Patrick Rothman revient, lui, sur cette mémoire quand même occultée aujourd'hui, celle des goulags en Union soviétique. Merci Yegor Gran. Merci à vous. Merci beaucoup.